c'est encore Déborah. Promis, j'ai pas enterré le reste de l'équipe, vous verrez bientôt d'autres visages et accessoirement notre nouveau studio. En attendant, on va parler de Fast X ou Fast 10, le 10e volet de Fast and Furious et malheureusement pas le dernier. En fait, plus que d'en parler, on va tenter d'exorciser la chose avec des grosses croix en argent et de la Corona en guise d'eau bénite. Honnêtement, j'ai eu un peu de mal à écrire cette vidéo parce que je savais juste pas par quoi commencer, par quel bout prendre ce truc informe et dilaté comme jamais. Avant la projection, j'étais pas surexcitée, mais bon, du vroom vroom des familles un lundi matin à 10 h, sur un malentendu, ça pouvait faire un début de semaine sympa. Sauf que j'ai bâillé au moins une dizaine de fois et j'ai carrément arrêté de compter le nombre de fois où j'ai rigolé nerveusement ou soufflé d'exaspération. En sortant, j'ai eu l'impression d'avoir perdu 3 ans d'espérance de vie et je me suis sérieusement demandé si Jason Momoa était la meilleure ou la pire chose du film et j'ai toujours pas tranché. Du coup, je peux commencer par dire que Fast X est un film minable, qui fait pitié et énerve en même temps. Et pas simplement parce que, comme d'habitude, c'est bas du front ou raté malgré une bonne volonté derrière. Parce que ce genre de proposition gentiment débile, avec des séquences d'action qui n'ont pas trop de sens mais de la gueule, c'est pas du tout quelque chose qui me rebute, au contraire, sinon je travaillerais pas à écran large. Même au sein de la franchise, dans l'équipe, on aime bien Fast and Furious 5 et 7 par exemple, parce qu'ils sont ludiques, avec des idées de mise en scène, ne serait-ce que le coup du coffre-fort remorqué sur l'autoroute ou le passage d'un gratte-ciel à l'autre à Abu Dhabi. Dans Fast X, le problème, c'est qu'on n'est plus du tout sur quelque chose de débile par accident, mais sur un carambolage prémédité qui ne cherche même plus à divertir. La générosité naïve et la sincérité ont laissé place à un cynisme total où le but est de faire toujours plus bête, plus gros et invraisemblable, quitte à se foutre ouvertement de la tronche du public. Et ça, on pouvait déjà le ressentir avec Fast and Furious 8 et surtout Fast and Furious 9, où ils sortent un frère caché du placard et vont carrément dans l'espace en voiture. Là, c'est dans la continuité, le film a parfaitement conscience d'être en roue libre et force pour devenir sa propre parodie en se vantant de défier les lois de la gravité, d'écrire du Lévi pour le réciter comme du Shakespeare, de faire exploser des villes sans tuer un seul habitant ou de faire un plus gros doigt d'honneur à la mort qu'à Newton. Ce qui était involontairement drôle et jubilatoire est maintenant volontairement pathétique et casse-pied, à l'image d'un gosse en manque d'attention qui multiplie les conneries pour se faire remarquer. La série B des débuts est donc devenue du Z, mais du Z à 340 millions de dollars, ce qui n'a tout simplement aucun sens. On n'est pas censé faire sciemment un mauvais film avec autant d'argent et de gens derrière. Forcément, le résultat, c'est une farce interminable qui est plus insultante que drôle. C'est comme les blagues racistes de tonton. On ne peut et veut plus cautionner ce genre de film qui s'autorise tout en dépit de son public, surtout quand il mobilise autant de moyens. C'est plus de la générosité, là, c'est du gavage pendant 2h20. Le cliffhanger foireux avec les 2 caméos qui ont déjà été annoncés dans la presse en sont la preuve. D'ailleurs, c'est bien la seule chose qu'il y aurait à spoiler dans ce film vu le néant scénaristique dans lequel il dérive. Après, le film, comme l'affiche d'ailleurs, déborde tellement de personnages qu'on peut considérer que Charlize Theron, Helen Mirren, Jason Statham, Scott Eastwood, Brie Larson ou Jordana Brewster sont aussi des caméos plus que des vrais rôles. On s'est d'ailleurs demandé si les contrats ont joué dans la conception de l'affiche, vu que les échelles sont complètement foireuses. Genre, Charlize Theron étant très gros comparé à Alan Ritchson, qui fait à peu près 1 oreille et demie de Vin Diesel alors qu'il a un rôle plus important qu'elle. De toute façon, au vu du casting à rallonge, il était certain que ceux qui n'ont déjà pas beaucoup d'utilité en temps normal en auraient encore moins dans ce film. C'est pas pour rien que Roman, Tej, Ramsey et Anne sont regroupés et laissés dans leur coin pour faire des blagues puériles, comme les enfants qu'on met à une table à part au mariage. En plus, en explosant son casting, le film s'oblige à multiplier les allers-retours entre les différents groupes, ce qui embrouille la narration et donne l'impression désagréable de faire du surplace. Surtout que le film est bourré de scènes aussi inutiles que les personnages. Le meilleur exemple, c'est le coup du space cake que mange Anne accidentellement. Il a 2-3 visions en CGI dégueulasse, une image un peu déformée, des couleurs saturées, et c'est tout. Pas de baston sous LSD, pas de quiproquo comique ou d'intérêt humoristique, pas d'impact sur le scénario, rien. Ce qui illustre en fait parfaitement le reste de l'histoire. Et le fait que ce soit moche, il faut en parler aussi, surtout avec une facture à 340 millions de dollars. On est sur des effets spéciaux bien gras, notamment dans le climax qui est tout simplement honteux, en plus d'être spoilé sur une des affiches internationales. C'est super pauvre en termes d'écriture, de mise en scène, de montage, de décor, de spectacle. On est sur un vieux barrage tout gris et le CGI fait tout le reste, ou plutôt empire tout le reste. Et clairement, le fait de remettre des images de Fast and Furious 5 au début avec le coffre qui devient une arme par destination, c'était marrant et ça dessert encore plus le film qui fait clairement pas le figure à côté. Surtout quand il tente de refaire à peu près la même scène avec des hélicoptères cette fois.
Pour les chorégraphies de combat, déjà il y en a pas beaucoup, et quand il y en a, elles durent pas longtemps. On est très loin des gros pétages de crâne avec Gina Carano dans un couloir de métro, Ronda Rousey dans une chambre d'hôtel ou Joe Taslim dans un aéroport. Vin Diesel, lui, il se bat pas, en fait, de mémoire, et la seule scène de baston qui, là, comme ça, me revient immédiatement en tête, c'est la bagarre entre Charlize Theron et Michelle Rodriguez, qu'elles ont d'ailleurs tourné sans réalisateur principal, mais seulement sous la supervision de la seconde équipe, le temps de trouver le remplaçant de Justin Lin. Ça aussi, ça a dû être un beau bordel, vu que Justin Lin a quitté la production quelques jours seulement après le début du tournage, que le tournage a continué pendant une semaine sans réalisateur attitré, et qu'il ne s'est écoulé que 4 jours entre le moment où Universal a proposé le poste à Louis Leterrier et le moment où il est arrivé sur le plateau. Il a lui-même reconnu qu'il avait lu le scénario coécrit par Justin Lin dans l'avion et pas dormi pour pouvoir modifier le 3e acte. Et le film est tellement mal découpé et mal rythmé que je saurais même pas dire à quoi correspond ce 3e acte. Vu qu'on peut prendre l'affiche pour illustrer tous les problèmes du film, le fait que Vin Diesel soit très gros dessus est un autre indice de ce qui ne va pas. C'est simple, l'acteur et son personnage sont tout puissants. Ce film, c'est leur déification. Vin Diesel veut se donner une aura divine et messianique alors que son dôme, c'est clairement pas Superman, même s'il veut nous faire croire qu'il peut retourner une voiture à main nue. C'est un patriarche poussiéreux et monolithique qui se bat pour sa famille blablabla, en donnant toujours l'impression de ne rien ressentir. Il débite des trucs super niais en fronçant les sourcils et en se pinçant les lèvres pour montrer qu'il est très colère. C'est tellement un as du volant que conduire devient presque secondaire, il pourrait faire du crochet et un gâteau au chocolat avec ses roues arrière tellement il est habile. Il est adulé partout où il va, il sauve des demoiselles en détresse, il sauve des gens, le Vatican et le pape, à tel point que le scénario force plusieurs fois le parallèle avec un saint. Alors, je suis fan de Stallone, donc les démonstrations d'ego trip, je suis habituée, mais là c'est vraiment grotesque. On peut aussi ouvrir une dernière parenthèse sur le cas Paul Walker. Dans Fast and Furious 7, ils ont choisi de ne pas tuer le personnage de Brian, de simplement le séparer de la route de Dom pour qu'il puisse devenir un père de famille tout tranquille. Mais là, la franchise a de plus en plus de mal à justifier son absence à chaque nouvelle menace. À la fin du 9, au moins, on voit sa voiture se garer dans l'allée, en mode il est en retard, on ne le verra pas descendre de la voiture, mais il est bien là. Dans Fast and Furious 10, le personnage est évoqué, on nous dit vaguement qu'il est à tel endroit, mais il reste en retrait alors que son neveu est menacé, que sa femme s'est faite attaquer comme tout le reste de la famille et que le monde est en danger. Et nous, on devrait avaler qu'il reste sagement au chaud à la maison pour garder les enfants parce que sinon, ils vont pas se torcher tout seuls. Du coup, il est pas présent non plus au début, pendant le barbecue avec Mamie Toretto. On dirait le vilain petit canard de la famille, celui à qui on envoie une invitation en espérant qu'il vienne surtout pas. Donc le respect que voulait témoigner le 7 a été torpillé et Brian devient juste une grosse épine dans le pied qu'il faudra bien retirer à un moment de toute façon. Mais bon, c'est pas comme si l'hommage avait déjà été pourri par la mégalomanie de Vin Diesel. Bon, si je voulais faire une liste exhaustive de tout ce qui déconne, faudrait plutôt faire un live de 4 heures pour parler en plus du changement radical de personnalité de Jacob, donc le personnage de John Cena, qui joue comme dans The Suicide Squad et Peacemaker alors qu'il était aimable comme un parpaing dans le film d'avant. Il y a aussi le passage à Rio où il y a des culs filmés en gros plan comme dans les années 2000, la playlist musique Énergie 12 et des vues aériennes des villes qui ressemblent au générique des Marseillais à Cancun ou des Anges de la télé-réalité. Donc comme toujours pour les blockbusters de ce type, on a prévu sur le site de faire un dossier plus détaillé et complet que cette vidéo. Et parce qu'on est déjà dans l'instant promo, je vous rappelle aussi qu'on propose un abonnement sur le site pour avoir accès à des dossiers exclusifs, ce qui est un gros soutien financier pour nous. Sinon, on a aussi notre podcast, La Réu d'écran large, et un Discord pour s'engueuler tous ensemble dans le respect et la bonne humeur. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci à vous d'être restés jusque là et à très bientôt. Stop.